Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, légende game. Vous avez tous en tête cette volée du gauche à l'entrée de la surface de réparation de Zinedine Zidane. Vous savez tous également que ce but vient enterrer les rêves de gloire du Bayer Leverkusen en finale de la Ligue des Champions. Cette saison, 2001-2002, aurait pu être celle d'un triplé historique pour un club allemand. Elle s'est terminée de manière cauchemardesque. Pour revivre cette saison mythique des amis de Ballack, Lucio et Oliver Neuville, il nous fallait un invité spécial. On n'a pas cherché bien longtemps. Les plus fidèles d'entre vous, chers auditeurs, vont le reconnaître. C'est Julien Jelch. Salut Julien. Guten Abend. Guten Tag. Ça veut dire merci à vous en espagnol, c'est ça? C'est exactement ça, et nous sommes champions d'Europe. Alors, ça nous fait très plaisir que tu sois avec nous quand même. Julien, ça fait longtemps qu'on voulait que tu fasses l'émission de ce côté, en tant qu'intervenant, et de nous montrer ta science et ton amour du football allemand. Oh, ma science s'arrête là. Déjà, je suis intimidé d'être de ce côté-là. Non, on va essayer de te rassurer. D'ailleurs, il y a des gens autour de toi qui vont être là pour te rassurer aussi. C'est Mohamed Ali Raphaël que tu connais très bien. Salut monsieur. Salut les gars. Salut tout le monde. Alors, c'est lequel ton préféré? Mais je pense qu'ils vont me faire payer les quiz, si tu veux, de la première saison. Ouais. Ils vont me les faire payer là. Cette saison, on va pas faire les quiz, mais peut-être qu'on vous prépare quelque chose, chers amis auditeurs, avec les quiz. Pourquoi pas? Merci Julien d'en parler en tout cas. Julien, on est dans les libéraux, tu connais tellement bien cette formule, cette émission, c'est le football de notre enfance. On n'a jamais eu l'occasion de savoir ce que c'était pour toi le football de ton enfance. C'est un peu ce football de loser, j'ai envie de te dire. C'est ces espèces de matchs interminables quand t'es gamin, parce que t'as les parents qui viennent te dire tu sais, demain t'as école. Ouais, mais on est samedi. Non, demain t'as école. Comme ça, t'es certain d'aller te mettre au lit assez tôt. C'est les petites phrases que tu vas sortir avec tes cousins-cousines quand tu voyages à travers l'Europe, quand tu as la chance d'avoir ce multiculturalisme qui est très prégnant dans ta famille. Et premier voyage comme ça en Allemagne, on rencontre les cousins, cousines, petits cousins. T'es pour qui? Aston Steckel. Ah, c'est quoi ça? Et toi? Ah, Fortuna Düsseldorf, on habite à Düsseldorf. Ah d'accord, ouais, c'est quoi les maillots? Ils sont moches. Et c'est quoi ce club-là? Leverkusen, ouais. C'est ça. C'est trouver un amour absolument incongru pour un club alors que t'as 5-6 ans, et le garder, se remémorer de ces voyages-là, de ton premier maillot, des premiers pieds dans le stade, la première cassette sur laquelle t'enregistrais les matchs quand c'était sur Canal ou dans l'équipe du dimanche. C'est ça, ce petit parfum d'antan et cette insouciance que tu as quand tu regardes un match. T'as pas à l'analyser, t'as pas à comprendre ce qui se passe, juste tu regardes, tu profites. Et le football de ton enfance aussi, c'est aussi l'enfance d'un amoureux du Bayer Leverkusen. Oui, merci de me le rappeler. J'ai l'occasion. J'avais un petit peu oublié après une phase de groupe aussi catastrophique que cette année en Ligue des Champions. T'es toujours là pour rappeler des bonnes choses, Reda. Merci beaucoup. Mais il y a des bonnes choses aussi dont on va pas se gêner de rappeler. C'est la saison 2001-2002 du Bayer Leverkusen. Et c'est pour ça qu'on en fait ce podcast aujourd'hui. C'est quand même, on a tous été marqués par ce parcours, quand bien même c'est un parcours entre guillemets de loser. C'est paradoxalement en plus le début de la fin de Leverkusen et de ce qui aurait pu être finalement une très belle histoire qui perdurerait dans le temps. Alors vous allez dire, je suis très dur quand on voit les résultats qu'il y a 18 ans après, sauf qu'on sortait, et il faut revenir un petit peu en arrière quand même pour bien comprendre un peu le fil de cette histoire-là. Leverkusen, c'est de base un club omnisport créé en 1904, l'un des tout premiers clubs omnisport qui a été sur la base de la création de l'équivalent de la FSGT en Allemagne, puisque c'était un TSV, Tournung Sportverein, et c'était tous ces clubs-là d'entreprises qui permettaient aux collaborateurs, aux ouvriers de pouvoir faire le sport pour tous. Et il y avait du volley, il y avait du basket. Donc, le club de Leverkusen aujourd'hui est encore une filiale, on va dire, de Bayer. Sauf que, bon, jusque dans les années 40, il ne s'est rien passé. Et à la création de la Bundesliga, le club avait été radié pour les histoires qu'on connaît en Seconde Guerre mondiale et ne pouvait pas prendre les coefficients nécessaires à la création de la Bulli. Donc déjà, au commencement de la Bundesliga, c'est déjà un club de losers, j'ai envie de dire, parce qu'il a manqué juste 2 saisons et on calculait les 5 dernières, donc avant la saison, si je vous dis pas de bêtises, donc 62-63, on calculait les 5 dernières saisons, les meilleurs résultats, on faisait un coef. Sauf que sur les 2 des 5 saisons, on n'y était pas. Donc impossible de faire le coef, donc on arrive en Bundesliga avec un petit peu de retard. Et il se passe rien non plus. Il faut attendre 88 pour avoir le premier titre, une C3. C3, la Coupe de l'UEFA, là c'est ouais. La Coupe de l'UEFA avec finale aller-retour à l'époque. On sait bien, tu gagnes une C3, mais... C'est toujours mieux que n'importe quel club français qui n'en a jamais gagné. Exactement. Sauf que derrière, c'est gratuit, non avenu, mais... Bah non, mais t'as raison, il faut relater les effets positifs également. T'as raison de le souligner, Raphaël. Surtout qu'on était dans une période très faste pour l'Allemagne. On avait les parcours de Gladbach, on avait le FC Bayern qui commençait à régner sur l'Allemagne et sur l'Europe. Et Dortmund qui montait crescendo aussi. Émergence petit à petit à nouveau de Dortmund. On avait l'Eintracht qui était quand même pas si mal. On avait d'autres clubs comme l'Alemannia d'Aix-la-Chapelle, et Aachen qui
commençait à Et être même une place l'Eintracht forte aussi. L'Eintracht qui a une histoire aussi décennies avant. Enfin, je veux dire, à chaque décennie, il y a eu des clubs allemands qui sont montés crescendo et qui se sont rejoints petit à petit dans les années 80-90. Donc, mais- c'est à noter quand même. Et du coup, t'as 88, t'as 93 avec la DFB Pokal, la toute dernière de l'histoire, bizarrement, fallait que ça tombe sur nous, où t'avais les réserves des clubs pro qui avaient le droit de jouer dans cette Coupe d'Allemagne. Et bah, coup de chance, on tombe sur la réserve du Hertha Berlin en finale, au stade finalement- olympique, et on gagne. Sauf que depuis 93, t'as rien. Bah, finalement, tu viens de citer les 2 seuls titres glanés par le Bayer Leverkusen dans son histoire. Ça va vite, hein. Et la saison 2001-2002, c'était l'occasion d'en rajouter 3 à nouveau. Et c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Alors juste avant, on pourrait penser que c'est une saison surprise entre guillemets en Ligue des Champions. Effectivement, quand on parle un peu du championnat national, on se rend compte que le Bayer Leverkusen est 3e en 98, 2e en 99, 2e en 2000, 4e en 2001. C'est une place forte du championnat allemand, Mohamed Ali. Alors bien sûr, en Bundesliga, le Bayer Leverkusen était favori, on va dire. L'équipe est pas mal, complète, équilibrée, avec des recrutements phares à la saison 2000, 2001, voire même 2001-2002, avec des joueurs comme Basturk, Lucio, qui revient de près, pardon. C'est Bessen. C'est ça, Zo Roberto, donc une très belle équipe. Et en Bundesliga, elle fait partie des leaders, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en Ligue des Champions, c'est une équipe qui sort de nulle part, qui sort même du tour préliminaire. Et en avançant petit à petit, elle commence à y croire et elle se retrouve en finale et on peut appeler ça une équipe surprise en Ligue des Champions, mais voilà. Ouais, comme tu disais, 3e en 98, 2e en 99, 4e la saison précédente également. Ça montre que l'équipe était régulière et justement pour asseoir une domination nationale et avoir une conquête européenne, il faut asseoir année après année une régularité en termes de performance. Au final, quand on y réfléchit de plus près, c'est une surprise, mais c'est pas tant une surprise que ça parce qu'il sort pas de nulle part. C'est une équipe qui a prouvé qu'il pouvait faire tête d'affiche dans son championnat et les recrutements successifs, à l'instar de par exemple l'AS Roma pour la saison 2000-2001 remportée l'année d'avant, ça a montré que même les équipes intermédiaires peuvent faire l'office de champion ou de vice-champion assumé et logique. Alors Julien, le Bayer Leverkusen avait le droit de penser qu'il était capable d'être champion d'Allemagne la saison 2001-2002. Ouais, mais je vais aller un petit peu à contre-courant de ce que vous êtes en train de dire. Moi, je considère, on était nombreux à considérer que c'était quand même une énorme surprise sur l'ensemble de la saison, parce qu'on sortait d'un exercice précédent, certes avec la 4e place, qui est plutôt honorable, mais 3 entraîneurs essorés sur la saison, avec mon grand copain Rudi Völler qui était arrivé en début de saison, qui a strictement rien fait, qui a certes lancé 2-3 pistes de recrutement bouclées un petit peu après, et je pense qu'on en reparlera, mais t'as 2 entraîneurs encore qui arrivent après, dont celui qui nous a fait gagner la C3 en 88, et on avait quasiment effacé, balayé d'un revers de main les 4 années de Daum comme coach, où là on a quand même 3 fois la place de vice-champion. Vice-champion, ce n'était jamais arrivé à Leverkusen avant cette période entre 96 et 2000. Des parcours plutôt intéressant en Europe. en Coupe En Coupe d'Allemagne. pardon. Et petit à petit, on recommençait à tâter le terrain de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions en particulier, qui commençait à être une découverte aussi, puisque l'histoire en Ligue des Champions, elle n'est pas si vieille que ça pour le Bayern. Surtout dans les années 90, à l'époque, on en avait déjà parlé l'an dernier dans les Libéraux, il y avait 2 phases de groupe. Il fallait s'en sortir de ces 2 phases de groupe. Et avec un club aussi jeune et aussi peu expérimenté sur la scène européenne, sur cette scène-là qu'est Leverkusen, il y a quand même une grosse surprise sur cette saison 2001-2002. Après, c'est vrai que pour te rejoindre, ça me fait penser un peu au parcours de l'AS Monaco en 2017, c'est qu'ils ont dû passer par un tour préliminaire, en plus des 2 phases de poule que tu viens de citer, et avec des adversaires pas des moindres qu'on va citer par la suite. On va faire Mais- leur parcours en championnat, en Coupe d'Allemagne et en Coupe de l'UEFA pour être en Ligue des Champions pour être Et totalement là, ce sera complet. sans moi. Non mais par contre, j'aimerais quand même que tu nous parles, Julien, de Klaus Toppmöller par exemple. C'est pas forcément un coach qu'on connaît forcément, mais pourtant effectivement c'est le coach de cette génération-là, ou en tout cas de cette saison-là. Alors, certains suiveurs du championnat belge connaissent sûrement son fils, qui est un coach en activité dans le championnat belge. Ouais, Toppmöller, c'est assez particulier parce que c'était un attaquant plutôt intéressant de Bundesliga, qui avait ses principes un peu bourrin, voilà, puissant, vrai finisseur, Un peu cliché allemand, mais vrai c'est vrai que c'était buteur. assez... Un petit peu ça. C'était un petit peu ça sur les bords. Et comme entraîneur, il n'avait jamais réussi à vraiment trop appliquer ses principes de jeu qui étaient directs,
une touche de balle, aération dans les couloirs, on s'embête pas trop avec la conservation du ballon au milieu, redoublement de passe, non c'est bon, c'est une touche, le ballon arrive, tu le libères, le copain le libère, tac, on se projette vite vers l'avant. Et Top Melun, après quelques désillusions quand même à un bon niveau, va en D2, D3, je sais même plus, à force à Sarrebruck, et il est très malin, il négocie une espèce de clause de départ pour un club plus huppé. Il est quand même pas con, Top Melun, il s'est dit on sait jamais s'il y a un club qui veut me rappeler. Bon, il n'y avait aucune chance, sauf que dans le grand bordel qu'est Leverkusen avec une saison à 3 entraîneurs, il y en a eu un qui s'est dit bah tiens, si on allait chercher Top Melun en D2. Résultat, il vient contre un petit billet, donc Sarrebruck finalement était content de récupérer un chèque sur lui. Et d'entrée de jeu, il voit qu'il a des garçons qui sont capables de jouer en une touche, des garçons qui sont assez intelligents, assez mobiles, qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Et là, ce jeu en une touche devient un principe fondamental dans la culture qu'il instaure, avec ses méthodes toujours drastiques, avec sa gouaille, avec des engueulades à n'en plus finir dans le vestiaire. Mais Top Melun instaure sa patte très rapidement et arrive à faire l'émergence de ce groupe. Bah justement, très rapidement, on va s'intéresser pour l'instant au parcours de Bundesliga du Bayer Leverkusen. Et on se rend compte que déjà, dès les 14 premiers matchs, c'est sans défaite. Et ça va tout de suite extrêmement vite, comme à l'image du doublé, la première journée du championnat de Lucio, qui marque un doublé. Donc ça annonce tout de suite que le Bayer Leverkusen va bien commencer sa saison. Il confirme un peu les attentes des années précédentes, même si on rappelle le contexte que Julien a explicité avec les changements d'entraîneurs successifs. Mais pour pas aller trop vite dans le développement, il y a eu quand même des passages où, avec surtout à partir de la période de janvier-février, oui, où avec les matchs de Ligue des Champions qui s'enchaînaient avec la fameuse partie de la deuxième phase de poule où c'était un peu plus compliqué, mais ils arrivaient quand même à garder cet écart de points suffisant pour maintenir le cap. Et mais ce qui est fort, c'est que il n'avait pas, enfin tu me dis si je me trompe Julien, mais pour moi il n'avait pas non plus un gros effectif sur cette saison-là, un gros banc on va dire, et ils ont quand même pour ma part su faire de la rotation surtout en Ligue des Champions pour allier les deux et être performant dans les deux dans la mesure du possible, et c'est ça qui a été remarquable pour moi. Alors Mohamed Ali par exemple, juste pour revenir sur justement ce début du championnat, Balak met des doublés, Ufkursten met des doublés, Neuville met des doublés, Berbatov marque beaucoup de buts, même Lucio je viens de dire met un doublé. Tu en penses quoi de ce début de championnat de Leverkusen? Moi, je pense que début de saison. Première moitié de championnat, pardon, pas justement les débuts de rien à dire, même sur les grands matchs. La Bundesliga, l'équipe, elle est rodée. Moi, je trouve que la patte de Top Müller, il a eu une bonne patte dès le début. Donc, il s'est adapté à son équipe, il a été pragmatique. Donc, le début de saison, tonitruant, équipe complète, comme j'ai dit tout à l'heure, équilibrée. Et un mélange de rigueur, de discipline avec des joueurs comme De Honti, des Ramelow. La petite touche technique avec Basturk, Balak aussi qui marque énormément de buts. Berbatov. Donc Berbatov qui joue des petits bouts de match par-ci par-là, mais voilà, l'effectif est très bien joué, géré, c'est varié, plusieurs systèmes de jeu. Donc on pense que vraiment ils vont finir par remporter cette Bundesliga. Moi, juste, je vais rajouter un petit truc. Ce que j'ai vraiment bien aimé, surtout dans la rotation, c'est la capacité aux attaquants. Parce que c'est vrai que je vais revenir sur l'effectif. En attaque, il y a quand même plusieurs cartouches offensives avec que ce soit Oliver Neuville et Kirsten qui arrivaient à justement à combler, on va dire, et à compléter, on va dire, l'apport offensif de Michael Balak ou de Berbatov. Alors, dans des matchs importants. Tu me dis, Julien, si je me trompe, mais il y a ce tournant en hiver de cette saison 2001-2002 où ça se passe pas très bien. Il y a 7 matchs qui vont jouer, il y a 5 défaites. On perd contre Bayern, on perd contre Schalke, on perd contre Werder Bremen, on perd même contre le Hertha Berlin. Ce tournant hiver de cette saison-là, c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il va manquer quelque chose à Leverkusen? Je pense pas que c'est à ce moment-là qu'on commence à émettre des réserves. Je pense pas. Est-ce qu'on en aimait tout court? On revient un petit peu sur terre. Ouais. Un début de saison aussi exceptionnel que celui-ci devait à un moment montrer quelques signes de faiblesse. Ce serait pas normal, quoi. En même temps, bon, tu perds contre le Bayern à un moment où tu as un enchaînement de Ligue des Champions. Ok, tu commences à lâcher des points juste avant la trêve hivernale contre le Werder, une équipe qui a jamais trop réussi. Bon, il a fait très mal celui-là. Pourquoi pas? Mais au final, ce qui devient un petit peu embêtant, c'est que la qualité de jeu se délite un petit peu et on revoit les faiblesses de
de Topmöller arriver sur une rotation cohérente de l'effectif, sur... Mais en soi, c'est tout à fait normal en fait. Oui, mais... et on y reviendra sur la fin de saison, parce que tu as des petits prémices qui commencent à arriver à la sortie de l'hiver. Oui. À mon humble avis. C'est que tu as cet hiver-là qui est compliqué, avec des points qui sont perdus, oui. Dans le jeu, ça va encore, mais tu sens que Topmöller commence un petit peu à perdre le fil. Et tu vois ces différentes rotations d'effectifs, tu vois que ça commence à tourner sur des postes qui sont pas forcément les bons, avec Ramelow qui est redescendu parfois en défense centrale, ce qui n'était pas forcément la meilleure des solutions. Tu as vu Pridaric parfois se trimballer au milieu, parfois en attaque, des choix avec Neuville de temps en temps qui est écarté, qui joue pas. Parcours en Coupe d'Allemagne qui est pas si simple non plus. Non, tu sens à la sortie de l'hiver que là ça va se compliquer, que il y a peut-être des réserves à avoir. Et pourtant, la fin de championnat, avant les 4 dernières journées, c'est vraiment... là, on retrouve le Bayer Leverkusen du début de championnat, où on enchaîne les victoires, alors contre des équipes peut-être plus à la portée de cette équipe-là. Et on arrive aux 4 dernières journées, où là, on va jouer contre le Hambourg, on fait 1-1. On va jouer contre Werder, mais on va encore perdre. Et on va jouer contre Nuremberg et on perd là aussi. C'est là que Bayer Leverkusen perd son championnat, quand bien même ils doivent aussi jouer la Coupe d'Allemagne et la Coupe de la Ligue des Champions. Mais c'est surtout que parallèlement, Dortmund va gagner beaucoup de matchs, concurrent direct pour le titre, va gagner beaucoup de matchs dans les arrêts de jeu, avec des buts souvent inscrits par Amoroso, le meilleur buteur du championnat à la fin. Et diamétralement, Leverkusen craque, va perdre des matchs, va perdre des points sur des détails, sur des petites erreurs. Et voilà, la course au finish a été vraiment très cruciale, avec également à côté la Ligue des Champions qui a usé beaucoup d'énergie pour cette équipe. Alors Ballack va marquer son doublé contre Hertha Berlin pour finir le championnat, ça va servir à rien puisque le Borussia Dortmund va être champion avec 70 points. Le dernier match, il perdait 1-0, je crois, Dortmund. Et ils ont égalisé devant leur public. D'ailleurs, un parcours dont on a parlé dans les derniers podcasts, on a parlé du Borussia Dortmund de la saison 2001-2002. Exactement. Leverkusen qui finit avec 69 points et avec plus 39 de différence. Donc finalement, c'est peut-être immérité cette deuxième place. On aurait eu un beau champion. On aurait eu un beau champion aussi en Coupe d'Allemagne, où là, pour le coup, tour après tour, le Bayer Leverkusen déroule. On met 3 buts, 2 buts à chaque fois. On voit la tête de Julien dépité là, au fil de tes mots là. Oui, mais parce que c'est peut-être le seul moment où un Bayer Leverkusen avait touché de si près le Graal et finalement tout s'écroule. On va pas revenir sur les tours parce que voilà, on va marquer 3 buts contre... On revient juste sur la demi-finale. Le 3-1 contre Cologne. Oui. Ah oui. Alors vas-y, parle-en. Ça tu peux parce que c'est l'un des plus beaux moments de la saison finalement. C'est que tu arrives en demi de Coupe d'Allemagne. Tu l'as pas fait depuis, j'ai même pas envie de dire la date parce que ça va m'énerver. Et tirage, Cologne, à la maison, tu leur mets 3-1. Bon, magnifique. Surtout que ça arrive au moment où t'es dans le creux de la vague. Un bon petit derby, ça fait toujours du bien. Ouais. Ça fait du bien au moral, sauf que le week-end d'après, Topmöller, il nous rechange le 11 de départ n'importe comment. Et faut voir juste sur les 10 derniers matchs, les compos tactiques de Topmöller et ce qu'il met en place. Là, tu vois que c'est du grand n'importe quoi. Là, tu comprends. Dès la défaite contre le Werder, sur le match retour, tu comprends à ce moment-là que tout ce qui va se passer derrière ne sera pas positif. En fait, j'ai l'impression que le destin qui semblait venir au Bayer Leverkusen a dépassé le Bayer Leverkusen. Il faut être un habitué des grands matchs pour jouer ces matchs-là. Et avoir un coach qui n'était pas en D2 avant et qui n'avait pas pris des petits clubs. Il lui manquait le brin de lucidité. Et forcément, tu arrives en finale de Pokal contre Schalke. Ulf Kirsten, le grand Ulf Kirsten, marque. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Tu reviens mentalement, et c'est de là aussi qu'on parle encore aujourd'hui des problèmes mentaux du Bayern, c'est que c'est une équipe qui a complètement craqué. T'as Schalke qui déroule, qui mène 4-1, et tu te dis mais il n'y a pas une réaction à un moment. Il faut attendre qu'il craque complètement en fin de match pour que tu mettes un but miraculeux et que tu dises on est passé à ça après. Du coup en 2 samedis, un peu plus, mais dernière journée, t'as la place du con, Fitzmeister, 1 point de retard. DFB Pokal, t'as encore la place du con. Défaite 4-2 contre Schalke. Et puis juste après, c'est la Ligue des Champions. Oui, Mohamed. Mais c'est pas aussi dans ces moments-là qu'on se dit que l'institution d'un club ou l'histoire, l'expérience fait la différence dans ce petit détail-là. Je suis carrément d'accord avec toi, et même je vais aller encore plus loin, c'est même la lucidité des joueurs aussi, parce que les joueurs étaient en apprentissage. Lucio devient champion du monde 2 mois après ses défaites successives en finale, mais voilà, l'équipe restait quand même jeune.
Après, je me permets aussi, mais Lucio avait connu une finale avant en championnat du monde du 17. Il avait goûté ça. Oui, Alors, mais championnat du monde du 17, Julien. Oui, Tu vois. mais t'as quand même une petite expérience de finale, même si c'est une Coupe du Monde de jeunes, mais ça reste un Brésilien. La culture de la gagne, dès que tu coûtes à une Oui. finale avec les Brésiliens, on va pas aller sur les C'est pas, poncifs. ouais, mais c'est pas les Mais mêmes. tu prends goût et tu le transmets aussi un C'est petit sûr. peu dans le vestiaire. Et quand t'as les tauliers comme les Schneider, les Ramelow qui ont envie de goûter enfin à ces moments-là avec le Bayern, normalement t'as une dynamique qui arrive. Mais cette dynamique positive-là, on n'a jamais réussi à la mettre sur la fin de saison. Et pourtant, on a quand même quelque chose qui aurait pu se créer en Ligue des Champions. On va refaire le groupe. Alors, ils sont qualifiés contre les Red Stars dans le premier tour de barrage. Et puis, on a les 2 phases de groupe dont tu parlais. Oui. L'étoile rouge, L'étoile rouge, pardon. Belgrade. L'étoile rouge de Belgrade. On va croire que le Red Star FC de Saint-Ouen est alors il y a les une ambition. champions. Les tu vois. Libéraux ont une ambition internationale, donc on essaie un peu d'être anglais quelque part dans cette émission aussi. Rotterdam Béocrate. Exactement. Je voulais dire, alors dans le premier groupe, on est avec Lyon, Barcelone et le Fenerbahçe. Ça se passe plutôt bien, ils s'en sortent bien. Alors, il y a Lyon qui les bat 4-2, mais globalement, ils s'en sortent bien. Ils les battent 4-2, mais ils étaient déjà qualifiés. Mais, Oui. mais ils gagnent à Gerland 1-0. Ils battent Merci. 1-0, effectivement. Avec Juni qui prend un petit rouge. Ils battent C'est le ça. Barcelone aussi de 1. L'éternel mauvais joueur. Ils battent Barça de 1 et ils perdent de 1. Et puis Fenerbahçe, c'est de 1. Et puis c'est surtout la deuxième phase de groupe dont on aimerait qu'on parle un petit peu plus. Un petit peu, ouais. Ouais, on a la Juventus, Deportivo et Arsenal. Les Leverkusen doivent finir dernier de ce groupe. Et ça démarre très mal en plus. Avant-dernier, s'il te plaît. avant-dernier laisse le départ dernier. Le ça- départ, quand même, on mais est ça- sur une bonne période. Hein. Mais ça démarre très mal. Le Oui. 4-0 à Del Alpi, ça a fait très mal. Hein. Une petite Trezeguet, ouais. Ouais, mais après, ils se sont bien repris contre le Deportivo. Mais moi, le match qui m'a vraiment marqué sur cette phase, c'est contre la Juve au match retour, avec le petit penalty de Il est pas 3-1, Niki. hein. 3-1 avec le petit penalty de Niki Butt. Même, c'était la frappe barre rentrante de 20 mètres sans élan. Je sais plus si c'était de Bradaric, c'est ça, qui frappe sans élan barre rentrante. Ça, c'était un but qui m'avait assez marqué. Et c'est là où on se dit, ah, les Leverkusen, ils peuvent faire quelque chose et. Ah, pourquoi pas? Pourquoi Ils pas le font par exemple contre Liverpool. Mohamed Ali, il y a défaite 1-0 d'abord avec Sami Hyypiä qui marque, il va venir à Leverkusen plus tard, pas rancunier, c'est bien. Et puis il y a cette victoire 4-2 contre Qui est Liverpool. revenu chez nous comme coach après. Sami Exactement. Hyypiä. Belle idée encore. Quel match! Le match, tu veux parler Moi, c'est juste le premier but que je veux parler. C'est je me rappellerai la phrase de Thierry Gilardi, le regretté. Oh, la frappe! Quelle frappe de Balak du gauche qui met un de doublé 30 ce jour-là. mètres. Et le but de Lucio, on s'est dit, mais il y a Ronaldo qui a ressuscité. Il fait un appel en profondeur sur une passe de Basturk. On se dit, mais pourquoi il est là? Lucio a beaucoup marqué cette saison. Mais il marque mais c'est pas un but sur corner, Ouais, c'est un ouais. but, il déboule en tant que numéro Dans le 9. jeu. Ouais, Complètement voilà, dans le c'est jeu. ça, c'est ça. Dans le dépassement de fonction que Top Müller voulait absolument, avec des lignes rapprochées, un bloc très haut et toujours cette idée d'aller directement vers le but adverse. Ouais, de l'audace. Bon, moi, en fait, c'est à partir de Liverpool et Manchester que je me suis dit que Leverkusen, Manchester, le 2-2 et le 1-1. voilà, que Ouais. je me suis dit, voilà, En cette demi-finale. équipe-là va y aller en finale. Malgré quelques très très bons matchs, comme là contre la Juve, dans les phases de groupe, je me suis dit, bon, il y a des bons matchs, mais ça va s'arrêter là, voilà, l'histoire du petit poussé, là. Ça, c'est pour, vite oublié. c'est pour la Après prouesse. ces matchs-là, Mais moi, ce que je note, l'homme de ces matchs, il y a Balak, Mhm. mais Oliver Neuville. Hein. Oui. Très décisif, Old Trafford, contre Neville qui Liverpool marque également. à l'aller et au retour. Il marque à l'aller au retour, il marque. En fait, il était remplaçant, si je me trompe pas, au match aller contre Liverpool. Non, il rentre en jeu au match retour, il marque, ou il est titulaire, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est peut-être le match aller, ou le match aller en tout cas contre Manchester, il rentre, il marque, et il est titulaire au retour et il marque. Ça doit être ça alors. Et Ça c'est doit qui être dans qui ce marque pour sens-là. Je Manchester sais Si. plus exactement Mais je si sais c'est qu'il a- en sortie de banc sur l'un des deux matchs, mais de toute manière, Neuville, c'était le garçon qui te débloquait une situation Ouais. inespérée à chaque fois. Ou Et- presque. Et c'est moi ce qui me frappe aussi, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, on en parle tout de suite, mais c'est quand même la saison de Balak là, qui marque en quart de finale, qui marque en demi-finale, qui marque quasiment à chaque tour. Allez, on se débarrasse de cette question tout de suite. Sur la saison 2001-2002, c'est le meilleur joueur du monde. Bien sûr, du monde. Oui, bien sûr, du monde. Du monde, je sais pas. Bah oui. Puisqu'il y a la Coupe du Monde aussi après. Bah oui. Oui. Enfin, moi, Oui, je te bah- dirais pas non. Tout simplement Du sur le monde, rectangle vert. du monde, je ne sais pas. Et Mais pourquoi il fait partie des meilleurs joueurs du monde, ça c'est certain. Mais du meilleur joueur du monde, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on prend en compte, mais en Ah, tout mais cas, il fait sur partie une du gratin. saison, le meilleur sur un rectangle vert, sans compter ce qui se passe à côté, quoi. Il y en a d'autres. Hein. moi je pense Si on que pense à Oliver Kahn dans les buts, on peut penser à Roberto Carlos aussi, qui fait une énorme saison. Oui, effectivement. Il y a plein de. Ouais, fallait qu'on pose cette question, on la pose. moi tout je pense que simplement. oui, et même avant cette saison-là, personne connaissait Balak.
Et les champions Et d'Allemagne en juste avant 98. Avec mais- Kaiserslautern quand même. Non, mais voilà. Dans le grand Club public. mineur, Les là, touristes c'est un club le mineur. connaissent. Ah, mais qui a quand même plus de titres de champion que le Club Leverkusen. mineur quand même, mon cher ami. Et ce que je veux dire, c'est après la Coupe du Monde, après toute cette saison-là, tout le monde avait des maillots de Ballack, le numéro 13 de l'Allemagne. Ouais. Et pour moi, c'est le meilleur. Mais c'est surtout sa Coupe joueur. du Monde qui a vraiment impacté sa médiatisation et sa popularité En aux tout yeux cas, qui a des donné un amateurs de nouvel football. élan à sa médiatisation qu'il a Oui. réussi à glaner. Surtout qu'il marque en quart de finale et en demi-finale de la Coupe du Monde, donc en plus ça aide. La finale de la Ligue des Champions, il était là. la finale de la Ligue des Champions, c'est anecdotique finalement pour le côté Bayern Leverkusen parce qu'on peut pas battre une équipe qui a un but comme celui de Zidane finalement. On ne peut L'histoire vous en on ne aurez peut- voulu. On ne peut pas battre, je vais être encore très dur avec Top Muller sur la fin de saison, mais on ne peut pas battre le Real Madrid en finale de Ligue des Champions, on ne peut pas gagner une finale de Ligue des Champions lorsque sur la finale de Coupe d'Allemagne, tu ne fais pas assez de rotation et que tu mets un attaquant en finale de Ligue des Champions qui n'en est pas un et que tu fais des rajustements tactiques improbables à la mi-temps pour essayer de gagner. Dans ces cas-là, tu ne peux pas. C'était pas son niveau. Et dans tous les cas, comme je disais un petit peu avant, à partir du moment où on perd ce match-là contre le Werder, on sait qu'on perd la championnat. Bundesliga, le Meisterschale, on l'a pas. Derrière, on sait très bien que Schalke va nous taper, c'est le cas. Autant dire que 4 jours après, à Hampden Park, il n'y allait pas avoir de miracle. C'était sûr et certain. Pourtant, le premier but de Raoul, c'est une largesse défensive. Puis sur la deuxième mi-temps, elle est entièrement allemande, la deuxième mi-temps, et des exploits successifs de Casillas en fin de match. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de Qui avait détails. été élu homme du match par toute la presse allemande, À juste titre. avec la note de 1 qui est la meilleure en fait. Hein. À juste titre. Et pour bien finir cette saison, on a les Allemands qui sont partis en Coupe du Monde et qui ont perdu en finale, comme Butt, Ballack, Ramelow, Schneider et Oliver Neuville. Petite question pour terminer ce podcast, le Bayern Leverkusen est maudit. Bon, on dirait bien. Bayern Malheureusement. Leverkusen. Pardon J'aurais plutôt dit le Ballack Leverkusen qui est vraiment maudit parce que c'est là où la légende maudite de Ballack. Ah mais Ballack a gagné C'est ailleurs, a gagné avec le Bayern, Ah, a gagné il a avec gagné. Chelsea. Oh, Leverkusen. oui, mais Ballack, éternel Ouais. loser comme son. Regarde au final Michael Ballack, 2 titres honorifiques, mais 2 titres de vice-champion d'Allemagne puisqu'il revient en 2010-2011 Avec avec Leverkusen. Jupp Heynckes qui nous fait faire une saison formidable avec Toni Kroos qui était son allié au milieu de terrain, C'est avec vrai. aussi Arno Balic. C'est vrai. On avait une superbe équipe et ça aurait pu être le début du renouveau, sauf que finalement le Bayern a eu la bonne idée de signer Jupp Heynckes, Toni Kroos n'a pas signé définitivement et on connaît la Et suite. bon, bah, c'est vrai qu'on pourrait faire un podcast entier sur les finales perdues de Ballack dans sa Et carrière. on mais pourrait bon, même c'est- faire un autre podcast aussi sur les joueurs un par un de cette équipe de Leverkusen. On va pas le faire aujourd'hui parce qu'on pour pas vous occuper beaucoup trop de temps, chers auditeurs. Mais il y a les Schneider, il y a Placente, il y a aussi Basturk, Berbatov qui met un triplé contre Bochum. Et puis vous savez qu'il y a il y a une seule équipe aussi dans l'histoire qui a fait un triplé de loser. C'est le FC Barcelone en 86 qui finit deuxième du championnat d'Espagne, qui perd la Ligue des Champions contre Bucarest et qui Et perd en contre plus- Saragosse en Et en plus, ils mettent Coupe zéro, d'Espagne. ils mettent zéro penalty lors de la séance séance de penalty contre Bucarest. Zéro Mais penalty. eux, ils ont réussi à se racheter. Julien, je te laisse le mot de la fin. On continue à aimer le Bayern Leverkusen quand bien même. Parce que je pense que vous en foutez complètement. Ah. Un peu, ouais. On va pas te mentir, mais On s'en fout tellement qu'on en consacre un podcast. Ouais, mais vous me devez bien ça. Exactement. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.